Une affaire d'agression sexuelle qui pèse sur un professeur du lycée Bayen de Châlons-en-Champagne. 9 personnes ont porté plainte pour viol. Des victimes de Pascal Vey, il y en aurait une trentaine. Il sévirait depuis 1997. C'est des garçons qui ont été sous emprise pendant 2 ou 3 ans. Il y a Xavier qui a été torturé, qui a été violé, qui a été séquestré. Il a commencé à m'embrasser, puis il s'est déshabillé et m'a violée. Et je crois que quelque part, notre institution, qui est complètement hiérarchisée, elle cautionne ce genre de pouvoir qu'on peut avoir sur les gens. Le scandale, c'est pas seulement l'acte lui-même, c'est tout le mécanisme de l'institution qu'elle a mis en place depuis toujours pour que le silence perdure. Depuis 25 ans, c'est dans toute la France que l'éducation nationale a du mal à faire le ménage dans ses rangs. À l'Auchois, en Indre-et-Loire, à Nantes, à Caveyrac dans le Gard, à Villemoisson-sur-Orge en Essonne. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi l'institution, comme seule réponse à ces violences, offre un silence assourdissant. On a été silenciés à tous les niveaux. Donc, je m'appelle Sophie Remillat, je fais des documentaires de société depuis 25 ans, je suis journaliste depuis 40 ans. J'aime beaucoup enquêter sur des sujets de société, sur le terrain, que ce soit de la greffe du cœur pour le côté intime aux violences sexuelles, comme je viens de le faire dans l'éducation nationale publique, pour montrer que ça ne se passe pas que dans le privé et chez les curés. Je suis Marie Jacquard, donc je suis enseignante en éducation physique et sportive et j'étais en charge de la section art du cirque du lycée Bayen à Châlons-en-Champagne. Donc c'est un lycée dans lequel il s'est passé des faits très graves de pédocriminalité et pour lesquels j'ai alerté pendant 2 ans sans aucun effet. J'ai été alertée, j'étais en vacances en octobre 2021. Je consulte mes réseaux sociaux et sur une page Instagram qui s'était mise en place, qui s'appelle Balance ton cirque, à cette époque-là, qui dénonçait les violences sexuelles et sexistes dans le cirque. Mon collègue était mis en cause. Donc il y avait un post qui disait que des prédateurs sexuels avaient été laissés un poste au lycée Bayen à Châlons-en-Champagne. Et là, en fait, ça a été un espèce de tsunami. En fait, j'étais à la fois stupéfaite. Ça a été dans l'ordre, en fait. D'abord, j'ai été vraiment stupéfaite. Ensuite, je crois que j'ai été terrifiée. Et puis, je me suis sentie coupable aussi. J'étais très en colère. J'avais une colère, mais motrice, qui fait agir, en fait. Et je me suis dit, voilà, il faut faire quelque chose. Il faut arrêter le truc, en fait. Donc, j'ai demandé aux élèves ce qui se passait. Je leur ai dit que si un adulte leur faisait du mal, quel qu'il soit, que ce soit mon père, mon frère, mon meilleur ami, je serais de leur côté et que je ne changerais pas mon positionnement par rapport à ça. Je ferais tout ce qu'il faut. Et là, les élèves ont commencé à parler. En fait, je crois qu'il n'y a même pas besoin parfois de parler. En fait, dans leurs yeux, il y a eu un énorme silence d'abord. Et là, dans leurs yeux, on s'est dit, c'est bon. Je me suis dit, voilà, c'est terrifiant, c'est l'horreur, c'est la catastrophe. Et puis, très vite, ils ont commencé à parler. C'est un prof qui était très érudit, avec un grand charisme, et qui savait en fait tisser sa toile pour créer une emprise. Sa manière de procéder, c'était toujours un petit peu la même, c'est-à-dire qu'en fait, il faisait croire aux élèves que c'était des petits génies, il leur donnait des notes invraisemblables, ceux qui l'intéressaient sexuellement évidemment, et il les emmenait chez lui sous prétexte de réfléchir et de travailler ensemble sur la littérature, leur copie, leur façon d'écrire pour les faire progresser. Et puis, quand ils arrivaient chez lui, ils se rendaient compte qu'il y avait des photos très grandes de jeunes hommes dénudés. Ils se rendaient bien compte que c'était pas pour parler de leur copie qu'ils étaient là, mais pour d'autres dessins. Et en fait, il disait qu'il les aimait, il les agressait sexuellement ou il les violait de façon assez lente et douce pour faire croire aux victimes qu'elles étaient consentantes. Derrière cette attention portée aux élèves se cacherait un prédateur sexuel. Il sévirait depuis 1997. Des victimes de Pascal Vey, il y en aurait une trentaine. Benoît s'est fait violer pendant 3 ans, de 1997 jusqu'aux années 2000. Et puis ensuite, il y a Xavier qui a été torturé, qui a été violé, qui a été séquestré chez ce prof de français, chez lequel il avait été attiré. Il y a Lilou qui a été victime de harcèlement moral pendant des mois et des mois, tous les soirs par téléphone, et qui a manqué de se suicider. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont essayé de se suicider, il y en a qui n'ont pas fait d'études, et je crois que c'est à eux qu'il faut penser en premier. Les prédateurs sexuels, ils vous prennent tout. Ils vous prennent votre identité, ils vous prennent votre confiance en vous, ils vous prennent tout ce que vous êtes, physiquement, psychologiquement. Et donc, c'est des gens qui, en fait, ne
vont pas vivre après, ils vont survivre. Et ceux qui ont bien voulu témoigner dans le film à visage caché, c'est le premier d'il y a 25 ans présumé, qui a porté plainte, et le dernier connu, qui date des années 2015, 2016, 2017. Il a commencé à m'embrasser, puis il s'est déshabillé et m'a violé. Il me relançait souvent en me proposant des sommes d'argent contre des actes sexuels. Il m'a ensuite forcé à lui faire une fellation. Il m'a raccompagné vers la sortie en me disant qu'il m'aimait. Et en fait, à chaque fois, c'est des garçons qui ont été sous emprise pendant 2 ou 3 ans. Enfin, je veux dire, et ils n'arrivaient pas à sortir parce que le système est trop bien huilé. Il faut ouvrir les yeux, il faut regarder la réalité des faits. En fait, c'est un crime de pouvoir. On est dans une espèce de déni collectif qui est absolument insupportable. Et ça veut dire qu'on méprise les enfants, on méprise leurs paroles, on méprise leur souffrance. Ce sont des gens qui ont du pouvoir sur des personnes qu'ils estiment être inférieures à elles, en fait, quelque part. Et ça, c'est absolument hallucinant de pouvoir penser ça. Et je crois que, quelque part, notre institution, qui est complètement hiérarchisée, elle cautionne ce genre de pouvoir qu'on peut avoir sur les gens. Et ça, il faut le déconstruire absolument. Il le disait lui-même, ça fait 30 ans que je suis dans ce lycée, personne ne me fait peur. J'ai ma place ici, je fais ce que je veux. Je pense que tous les milieux où il y a des gens de pouvoir avec des enfants est propice. Après, je crois qu'en fait, le fond du problème, c'est la notion d'autorité et de pouvoir. Je crois qu'on n'a ni besoin d'autorité, ni besoin de pouvoir, ni pour enseigner, ni pour s'occuper des enfants. Je pense qu'on peut s'en occuper d'humain à humain, tout simplement, sans avoir besoin d'avoir ce rapport de pouvoir, ce rapport hiérarchisé entre êtres humains, qui fait, encore une fois, qu'on peut se permettre, on a l'impression qu'on peut se permettre d'avoir du pouvoir sur les gens, ce qui est absolument pas le cas et contre-productif, évidemment, dans tous les sens du terme. Alors lui, il était prof de littérature, donc il s'est beaucoup servi d'ouvrages, notamment les mémoires d'Adrien, dont il a usé et abusé dans tous les sens du terme aussi. Donc en fait, il attirait les élèves en leur disant qu'ils pouvaient corriger leurs copies, qu'ils pouvaient les aider à rentrer dans telle ou telle école, etc. Et puis en fait, je crois qu'au début, les élèves étaient flattés, parce qu'ils se disaient que peut-être ils étaient forts, ça les aidait à se sentir en confiance, etc. Et finalement, il les attirait dans un piège duquel il était impossible de se sortir finalement. Effectivement, à partir de ce moment-là, qu'on tombe dans un réseau de pression, de chantage, dans un espace de parole qu'il contrôle complètement, où il parle à notre place, où il qualifie à notre place aussi ce qui se passe, où il qualifie à notre place notre sexualité. Comme c'était quelqu'un qui avait de nombreuses fonctions, parce qu'en plus d'être agrégé de lettres, il était aussi, il a été président de la Comète, qui est la salle de spectacle de Châlons-en-Champagne. Il a eu des fonctions au rectorat sur les budgets des actions culturelles. C'est une personne qui avait de l'aura et tout était parfait. Il n'y avait rien à redire. Et quand il disait quelque chose, tout le monde l'écoutait. Il était franc-maçon. Enfin voilà, c'est une omerta qui est liée aussi à la petite ville de province où on se serre les coudes entre notables. En fait, il y a des gens qui ont de la valeur, puis après des gens un peu moins. Et en fait, alors nous, les profs, on est vraiment très en bas de la pyramide. Et alors les élèves, c'est à se demander s'ils font partie du système, en fait. Je crois que tout le monde se contrefiche des élèves. Et je crois qu'au plus haut niveau, on a oublié tous pourquoi on est dans cette institution, c'est-à-dire qu'on est là au service des élèves pour en faire des citoyens qui sont au maximum de leur capacité, qui sont bien dans leur basket, qui sont heureux et qui sont qui ont développé une certaine intelligence collective. Et parfois, même si le système a aussi de très bons côtés, je crois que de ce côté-là, on s'est complètement loupé. On a isolé les élèves, et quelque part, ça crée une espèce de systémique parce que chacun veut défendre son positionnement, sa place, et donc en fait, ça génère des situations qui sont catastrophiques, parce que quelque part, nous, on est sur le terrain, on voit ce qui se passe, on est à même de le dire, et en l'occurrence, là, dans la situation de Bayen, ça faisait 25 ans que ça durait, personne n'avait envie de le dire, et quand quelqu'un l'a dit, ça a dérangé, vraiment. Le scandale, c'est pas seulement l'acte lui-même, c'est tout le mécanisme de l'institution qu'elle a mis en place depuis toujours pour que le silence perdure. On a été silenciés à tous les niveaux. Donc j'ai essayé de passer des niveaux de hiérarchie pour alerter. Donc ça veut dire que j'ai commencé par ma chef d'établissement, par mes 2 inspectrices régionales, et puis finalement j'ai alerté le recteur. Et au final, à aucun moment, personne ne m'a reçu pour me dire, voilà, dites-moi ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut réagir. Le rôle de Marie, il est capital, puisque c'est elle qui alerte. Pendant 3 ans, elle s'échine à alerter la proviseure, Madame Bonnet, son adjoint,
Et en fait, elle n'est pas entendue. Donc ça a duré un petit moment parce que je me suis dit qu'ils allaient aller les voir, qu'ils allaient leur demander comment ça va, qu'ils allaient se renseigner en fait. Mais rien ne s'est passé. Donc moi j'ai continué toute seule. J'étais dans le lycée que depuis 12 ans. Et en fait, j'ai rappelé tous mes anciens élèves, donc je suis en lien avec pratiquement tous, ou beaucoup en tout cas. Donc très vite, j'ai recueilli des témoignages qui étaient alarmants, mais où on parlait pas encore de viol, on parlait de harcèlement sexuel, on parlait de photos pédopornographiques, d'usage de photos pédopornographiques, de prostitution aussi, de demande de prostitution. Alors au départ, on dit il n'y a pas de témoignage écrit. Puis alors elle revient avec des témoignages écrits. On lui dit ah bah oui, mais il n'y a pas de plainte au pénal. Enfin, il y a toujours une raison. Et elle raconte très bien d'ailleurs qu'au bout d'un moment, on lui répondait même plus. Quand elle s'énervait et qu'elle disait mais c'est grave, faut faire quelque chose, faut bouger, on lui offrait là encore un silence. Enfin, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'au silence se rajoute le silence. Moi, je pensais vraiment que ça allait s'arrêter rapidement, qu'il allait être mis à pied, qu'ils allaient être mis en sécurité. Et en fait, non, on les a laissés partir en voyage scolaire avec lui, on les a laissés en cours avec lui, alors qu'il continuait d'agresser sexuellement des élèves. Pour moi, ça a impacté ma carrière dans l'éducation nationale parce que très vite, en fait, on a voulu m'isoler. J'ai dérangé. Et finalement, elle a tout perdu, puisqu'elle a été mutée, elle gagne la moitié de son salaire aujourd'hui. On lui propose un poste de prof de gym à 1 heure de chez elle. Enfin, je veux dire, on reconnaît pas alors qu'elle a tous les diplômes et les compétences pour être dans une section cirque. Donc en fait, elle a payé très cher. Mais je pense qu'elle regrette pas parce que c'est d'utilité publique encore une fois. Elle m'a sauvé la vie. Elle m'a sauvé la vie parce que sinon, je serais parti. Je pense que j'aurais une dégringolade de l'enfer là totalement. Je sais même pas si je serais encore en vie vraiment. Quand je le dis, je le pense vraiment. Donc en fait, ça faisait un peu un divorce raté avec l'éducation nationale. Ça veut dire qu'en fait, encore une fois, ils voulaient s'en prendre à moi et finalement, c'était les gamins qui payaient parce que j'aurais pu leur faire des tournées avec un spectacle que j'avais écrit. On me les a refusés. J'avais un projet photo avec la ville pour laquelle j'avais créé une association. On me l'a refusé. J'avais un projet avec une autre option, avec mon homologue d'Amiens. On me l'a refusé aussi. L'éducation nationale, c'est une institution et il faut la protéger. C'est-à-dire que s'il y a un scandale, et Dieu sait si en ce moment il y en a, qu'elle est éclaboussée par ces scandales, il faut absolument mettre ça sous le tapis et faire taire et protéger l'institution. Les professeurs, par exemple, ou les inspecteurs ou les recteurs qui ne veulent pas entendre cette parole qu'elle essayait de mener, enfin de dénoncer, en fait, dénoncer ces actes, en fait, ces gens, ils sont beaucoup plus attachés à leurs petits privilèges. L'omerta, elle n'est pas que dans le milieu scolaire. L'omerta, elle est partout. L'omerta, elle est cette loi du silence, elle est dans les familles, elle est dans les entreprises, elle est dans l'école, elle est à l'armée, elle est dans l'église, enfin elle est partout. Et en fait, c'est un système qui a été tellement organisé qu'il est presque, comment dirais-je, conscientisé par chacun. Chacun a l'impression que ce silence, c'est ça la loi en fait, et donc il faut pas le briser. Finalement, leur réaction inexistante, ça a été une sorte de mépris pour les victimes de première ligne, c'est-à-dire pour les enfants qui ont été violés, et aussi pour les gens qui essayaient de lancer l'alerte, comme moi en l'occurrence. Et ce qu'il faut surtout, j'espère, un jour que ça se fera, c'est que l'institution fasse en sorte de les réhabiliter. C'est-à-dire que voilà, ils ont besoin d'aide. Il y en a qui n'ont pas de boulot, il y en a qui n'ont pas fait d'études. Ils ont besoin d'être reconnus en tant que victimes. Et aussi, je pense qu'on leur doit des excuses. Et j'espère qu'un jour ça se fera, même si je sais que je crie ça depuis le début dans le vide. Mais tant pis, je continue de le faire parce que je crois que c'est vraiment très important pour qu'ils puissent reprendre pied et ensuite reconstruire quelque chose.